Merci à Maëlle, merci à Maëlle Tessier, architecte, à l'école d'architecture, à l'association Philosophia. Je suis particulièrement heureuse d'être ici. Donc on va partager ensemble un petit ton qui sera certainement moins structuré que tout ce qu'on a eu jusqu'à maintenant. C'était vraiment des très belles et très riches conférences universitaires. Moi, effectivement, je suis un peu, on va dire, comment dire, je suis professeur d'université, mais par mon parcours, et je vais peut-être commencer par là, j'ai eu des... Voilà, j'ai eu un parcours qui n'était pas linéaire, on va dire comme ça, et c'est bien la raison pour laquelle, à un moment donné, je suis arrivée à me poser la question du genre, qui est effectivement liée à celle de la femme, et qu'à un moment donné, on a décidé je vous dirai d'ailleurs quelles ont été les conditions qui ont fait qu'on a fait ce séminaire donc à partir de 2022. Alors, comme Maëlle, oui, c'est bien. Alors, comme effectivement Maëlle l'a dit, à un moment donné, j'ai abandonné, donc je suis architecte urbaniste de formation, et effectivement, si la question du paysage que tu as évoquée est importante, c'est qu'elle a été vraiment formatrice pour moi, effectivement, c'était mon doctorat qui était plutôt en esthétique, hein, voilà, l'esthétique du paysage, qui allait très bien quelque part avec l'architecture, parce que les deux, et c'est peut-être ce que je vais malgré tout essayer de défendre, la question quelque part de la femme ou du genre dans la ville et dans l'espace public est une question, et on va en parler, qui a été abordée effectivement par les géographes, par les philosophes. C'est une question de normes aussi, mais c'est aussi une question de représentation. La représentation qui est celle, qui est le propre quelque part de, entre guillemets, nos disciplines, hein, celle de faire des images, produire des objets, produire des architectures. Donc, dans ce cheminement, j'ai eu deux rencontres qui sont des rencontres disciplinaires, mais également des rencontres de personnes. Donc, une rencontre quelque part avec quelqu'un que vous avez écouté la dernière fois, Christianès, et donc toute la culture que j'avais du paysage, qui était, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vraiment de l'esthétique au sens de construction culturaliste d'un objet à travers, au prisme d'une représentation, et donc même l'architecture, a été vraiment profondément secouée par la rencontre avec Chris et Augustin Berg aussi. J'ai travaillé d'abord avec Augustin Berg, ensuite avec Christianès, sur la question des milieux et de quelle manière ça venait remettre en discussion ce qu'on avait l'habitude d'appeler la cultura del progetto, c'est-à-dire que peut-être cette question du projet qui est entendue dans une forme de dualité profondément moderne, le proiectum, méritait d'être re-questionné. Et c'est vrai que je me suis repliée donc, par cette rencontre des milieux qui portent l'écologie vers la question du design, entendue vraiment comme une culture, je vais y revenir peut-être à la toute fin de cette présentation, comme une forme de culture qui permettait les croisements et les interactions. Donc ça, c'est la première chose. Alors, peut-être juste pour le situer par rapport au genre, pourquoi moi j'arrive au genre? Parce qu'effectivement, je ne suis pas une géographe spécialisée, je ne suis pas une philosophe, même si j'ai travaillé donc avec plusieurs philosophes, mais deux essentiellement quand même qui m'ont formée. Donc effectivement, ça vient du fait que très tôt, je me suis intéressée à ce que vous pouvez voir là, c'est-à-dire une manière d'entendre le territoire hein, qui ne se fait pas par des objets disjoints et surtout qui ne se regarde pas comme on le fait d'habitude dans les projets même que j'ai appris à faire, par le plan. C'est-à-dire que c'est une approche, hein, voilà, c'est une approche profondément écologique qui mérite donc de questionner le socle, le sol,
ce qu'il y a entre les deux et puis en effet ce que l'on peut voir. C'est-à-dire qu'on est dans des représentations en coupe qui sont celles que vous connaissez peut-être, les architectes de Guedes, qui avaient été un peu oubliés et qui sont revenus dans les années 60 et puis qu'on retrouve aujourd'hui et c'est tout à fait heureux. Et donc dans les années 60, elles ont été retravaillées aussi à la jonction avec autre chose qui était la question effectivement des flux invisibles de la ville. Donc avec, je ne veux pas rentrer trop, je vais très vite, tu me dis d'ailleurs, hein, voilà, je te fais confiance. Donc en effet, il y a deux choses dans ces flux non visibles de la ville. Il y a la question écologique des énergies, et je dis bien les énergies et pas l'électricité, parce que c'est une vraie réduction. L'énergie, c'est aussi quelque chose de matériel qui anime la ville, et la question politique de la participation. Et donc tout ça, c'est vraiment une réinterprétation qui se fait dans les années 60-70 aux États-Unis, qui arrive en France et en Europe par le biais de personnes comme Lorenz et Anna Alprin, et du coup qui va être vraiment la base de quelque chose qu'on va appeler le métabolisme urbain. Et à partir du moment où on considère cette forme vraiment holistique, c'est sûr qu'il faut considérer toutes les différences, c'est-à-dire qu'on se sépare d'une notion globalisante et mondialisée pour aller regarder dans le détail quelles sont toutes les personnes ou les éléments qui vont composer effectivement cette mosaïque urbaine. Alors je montre l'image, je ne la commente pas, c'est effectivement Lorenz Alprin qui résume l'urbanisme à un fossile dans lequel quelque part on sédimente. Nous sommes en 68, ce sont des expériences qui sont conduites entre 66, voilà, je pensais l'avoir enlevé déjà. Voilà, donc c'est ce qui va arriver et je vais effectivement m'arrêter là pour, on va dire, pourquoi j'arrive au genre, à cette question du design des milieux qui finalement est une manière de dire le projet est pensé comme une forme de savoir de l'architecte ou de l'urbaniste ou de l'ingénieur qui ensuite l'impose, alors que cette notion de design du milieu permet d'avoir ce que j'appelais à l'époque des interrelations, c'est-à-dire comment les choses, le matériel et l'immatériel, les échelles, d'où la question de la scalarité, jonglent tout ensemble. Et à partir de ça, effectivement, j'ai retrouvé ça, mais d'une manière tout à fait différente, en travaillant avec des designers, donc ce sont les Sismos, voilà. Et c'était très drôle parce qu'ils ont produit leur manière de voir, de faire de l'architecture, du design, de l'urbanisme, avec ce qu'ils appellent un climat de soins, exactement avec la même forme de fossiles, sans savoir, ils ne connaissaient pas l'image des Alprin. Et donc il y a là quelque chose qui est intéressant dans cette manière de sédimenter, de mettre ensemble et effectivement d'inclure par exemple également non seulement la question de l'environnement, de la société, mais même la question de la place de la femme qui est entendue comme effectivement l'acteur d'une militance politique et aussi d'une militance ou militantisme écologique. Alors, comme je le disais tout à l'heure, les représentations sont importantes, j'y tiens beaucoup, donc moi aussi, alors, je ne suis pas, j'aurais dû peut-être préparer quelque chose qui parle exclusivement de la France, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même une très grande influence de la culture américaine des années, donc de la counterculture américaine dans les années 60-70 sur ces histoires de création alternative de la ville. Donc il y a un article qui est vraiment très important, Dolores Hyde en 1977, donc Skyscraper Seduction, Skyscraper Rape. C'est extrêmement fort parce que c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question des représentations. La représentation, on peut la considérer de manière anodine, mais non, elle est chargée de sens politique et la ville que nous
construisons, elle est certes l'architecture, ouais, enfin vous connaissez ces processus très très bien, mais au final c'est un ensemble de signes dans l'espace urbain avec quelque part leur pouvoir d'imagination, et puis aussi ce sont des marqueurs. Donc effectivement construire la ville moderne telle qu'elle a été construite correspondait aussi à dérouler quelque part un discours qui était produit par des hommes, pour des hommes, et dans lesquels, quelque part, on négligeait, on va dire, l'autre composante du travail, qui était effectivement les femmes. Alors, je fais juste un commentaire sur cette slide pour dire je ne parlerai pas des femmes architectes. C'est-à-dire parce qu'effectivement, je voulais quand même saluer le fait que depuis quelques années, il y a une vraie reconnaissance pour les femmes architectes. Il y a de plus en plus de femmes architectes, même si, je le dis au passage, je regrette toujours le fait que par rapport aux 80% d'étudiantes en architecture, il n'y ait au final que 20% de femmes qui sont HMONP avec une agence et donc effectivement signant leur projet. C'est encore quelque chose, voilà. Mais je ne rentrerai pas dans cette chose-là. Effectivement, je trouve que les images sont fortes, donc celle-là de Sheila Lévrand de Bretteville, je la trouve extrêmement drôle, de la femme qui quelque part avance sur ce terrain et qui fonctionne presque comme un outil, mais voilà, après c'est une image, il faut laisser parler l'image. Alors, par contre, je commence à rentrer quand même dans la question de la femme et de la ville. Là aussi, il y a peut-être pour moi, alors là c'est vraiment les choses qui m'ont marqué. Bon, je commence par celle que je n'ai pas connue personnellement, donc 77 toujours. C'est une date vraiment importante, même si je ne connais pas les raisons pour lesquelles c'est une date importante. Mais il y a la première exposition qui se consacre à ce sujet de la femme, donc la femme dans l'architecture américaine. Et il y a les deux volets, c'est-à-dire à la fois la femme maître d'œuvre, on va dire, et puis la femme par rapport à une notion de spatialité qui lui serait propre. C'est un travail tout à fait précurseur de Susanna Thor qui fait ça, en plus avec sa culture qui est aussi une culture qui n'est pas, comment dire, qui est une culture migrante, hein, quelque part. Donc en effet, elle pose deux questions qui pour moi sont encore actuelles et par rapport auxquelles je ne prends pas position, parce que c'est ce qui a animé exactement le cycle la ville au prisme du genre, c'est-à-dire on s'était posé la question, est-ce qu'il y a des espaces qui finalement sont connotés féminins et masculins? Question, et vraie question, parce que voilà. Et d'autre part, est-ce que le fait qu'une femme fait de l'architecture, est-ce que ça implique qu'on a des espaces différents? Et pour quelles raisons? Alors, je pense que cette deuxième hypothèse, elle est intéressante, à la condition de dire qu'elle n'est pas, comment dire, essentialiste, il n'y aurait pas une manière spécifique d'être femme et de faire un espace pour les femmes, mais que, en raison de toutes les influences, les cultures et tout ce qu'on porte comme histoire personnelle, et la question effectivement biographique est tout à fait importante, quelque part, on fait un espace qui n'est pas tout à fait le même que celui des hommes, avec quelques exceptions, mais qu'on peut toujours après interpréter. L'autre moment important, parce que ça, ce sont des recherches, une chose, c'était une exposition. Ce n'est pas anodin, parce que le fait de passer de la chose implicite à l'exposition qui permet de voir, ça raconte beaucoup de choses, y compris politiques, dans l'existence de cette question. L'autre moment, c'est 1994, une grande réunion de l'OCDE à Paris donne les proceedings,
comment ça s'appelle, les résultats. Voilà, c'est effectivement ce qu'on voit là. C'est la première tentative de donner une place et même des mesures pour permettre de parler de cette question de la femme en ville. Et la conclusion de ce rapport, c'était le terme qui me manquait, c'est qu'en effet, il y a des petites expériences et qu'il faut les partager. C'est ça la chose la plus importante. Comme je vois que le temps passe, je vais être beaucoup plus rapide pour dire qu'effectivement, il y a la question, donc quand on est architecte, qu'est-ce qu'on fait? On va voir qui a travaillé sur le sujet. Donc effectivement, on découvre les philosophes, je ne les cite même pas parce que ça fait partie de, quelque part, de mes rencontres voilà, ça fait partie de mes rencontres. Ensuite, il y a les géographes et c'est tout à fait intéressant le travail des géographes parce que cette question de l'essentialisme ou pas, il se la pose avec des points de vue extrêmement différents, mais ce qui est tout à fait intéressant dans ces travaux, ce que j'en retiens moi comme architecte, c'est que quelque part, ils mettent en visibilité la question d'abord de la femme, ensuite la question du genre, que cela donne lieu à une pensée qui croise différents aspects, donc ça me convenait tout à fait comme je réfléchissais à cette question de métabolisme élargi. Et puis, autre chose, et c'est dans le livre sur lequel, si vous voulez, on peut revenir tout à l'heure, de Guy Di Meo, une posture intéressante en disant de toute manière il faut aussi se résigner à une forme d'expérience individuelle. Il fait l'exemple effectivement de 3 femmes autour de lui, de 3 femmes qui font partie de sa vie, qui ont eu, donc c'est ses 2 grands-mères et puis sa mère, qui ont eu des histoires tout à fait différentes dans la même ville de Bordeaux. Ce qui est intéressant de ces travaux, c'est qu'ils ont été le levier pour impulser des politiques publiques. Et je vais y revenir tout à l'heure, effectivement, dans la ville de Bordeaux depuis une bonne vingtaine d'années. Une autre chose, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a presque une association évidente entre les femmes, l'architecture et l'action militante. Donc, dans les publications qui sont, encore une fois, il y a quelques publications françaises, mais ça reste le gros de la production, elle est vraiment américaine. Cette question du féminisme, elle est tout à fait revendiquée. Et moi, je la trouve tout à fait intéressante parce que ça introduit quelque chose qui me parle comme architecte, et là aussi on pourra en rediscuter, voilà, c'est une forme de matérialisme qu'il faut réintroduire dans une pensée qui a tendance à devenir abstraite. C'est-à-dire il y a non seulement la question effectivement du signe, mais également celle de l'impact spatial de l'objet matériel qui est produit par les designers, les architectes, les ingénieurs, les urbanistes. Autre chose, mais ça, comme vous aurez en plus Catherine Larrère dimanche, c'est extrêmement important parce que comme il y a la question militante, il y a la question de l'écologie qui va avec. C'est-à-dire on ne peut pas penser la question de la femme et du genre dans la ville, dans l'espace de la ville, si on ne pense pas la question de l'écologie. Je vais peut-être y revenir tout à l'heure. Donc, expérimenter. Je vais dire un mot parce que la question de l'expérimentation, je le disais tout à l'heure, elle est fondamentale. C'est-à-dire, je pense que par rapport à toute, et ça remet en question notre manière de construire la théorie de l'architecture, et c'est la raison pour laquelle je l'ai abandonnée. J'avais besoin de l'abandonner à un moment donné. C'est que finalement, on part d'un cadre normé qui a été transmis depuis des siècles avec les manuels, les normes, et à un moment donné, il fallait sortir. Donc la question d'expérimentation est venue à moi par une chaire
Je dis quand même que c'était fait avec Patrick Bouchamp et la prof Parcette, parce que ça a son sens, surtout ici. Et quelque part, ça nous a obligés, moi, du point de vue plus théorique et mes collègues, à se dire, est-ce que finalement, il ne faut pas oser l'expérimentation à la condition que ce soit expérimentation et non-expérience. C'est-à-dire, on fait beaucoup d'expériences, effectivement, en architecture, dans toutes les disciplines, mais on n'a pas eu la capacité, quelque part, à savoir ce qui était transférable dans cette expérimentation, enfin dans cette expérience. Et donc, on a laissé, quelque part, tomber les acquis. Or, l'urgence, avec une série de questions comme celle du genre, est de dire quand on a une expérience, on en fait trésor. Donc, le trésor, c'est Vienne, la fin des années 80. Alors, je citerai un nom, mais en effet, c'était vraiment une pensée collective. À Vienne, on a perdu la mémoire de ça, mais en 1922, on avait déjà imaginé non seulement des habitations pour les femmes, ça on l'a beaucoup fait en France, les palais des femmes, avec une vision de bien-être et puis volonté sociale, hein, essentiellement. Là, l'idée était construite par des femmes en 1922. Donc il y a eu la première expérience qui a été évidemment, vous connaissez l'histoire politique de l'Autriche, totalement oubliée, et elle commence à ressurgir dans les années 50-60 et dans les années 80, on se dit mais en effet, voilà, ça fait histoire et première chose, on fait une exposition qui s'appelle, je vous épargne mon allemand, à qui appartient la ville. Et dans cette exposition, effectivement, ils disent, bah, finalement, c'est une question de femmes. Alors, je voulais citer tout à l'heure, comme Fabienne Brugère, dont j'amène le livre, voilà. En effet, la question de la femme, j'interprète, donc j'interprète peut-être mal. La question de la femme, elle est importante parce qu'en effet, elle porte tous les autres. En parlant de la femme, on peut parler de toutes les minorités. En parlant de la femme, on peut parler de la question transgénérationnelle. En parlant de la femme, on peut parler de la question interculturelle. En effet, c'est vraiment quelque chose qui permet de réembarquer et de représenter cette complexité urbaine. D'abord une exposition, et puis ils se disent, ah bah mais peut-être, hein, on va faire plus que ça, on va inventer un dispositif qui est le Frauenbüro, donc le bureau des femmes, qui va sortir du gros bureau d'aménagement extrêmement puissant à Vienne et qui va faire quelque chose qui est, on va dire, déjà montrer que les femmes existent dans la ville, qu'elles ne sont pas que des stéréotypes. Par exemple, les femmes peuvent prendre possession de la ville, mais il y a des spécificités. Une mère avec un enfant traverse la rue certainement en moins de temps qu'un adulte plutôt jeune et athlétique. Donc, sans faire de grandes différences, le fait de se rendre compte de ces différences réelles, ça permet de penser la ville différemment. Et la question du logement, on peut la penser de la même manière. Et c'est à partir de cet aller-retour tout à fait intéressant entre l'espace domestique, l'espace extérieur par étapes, qu'on construit quelque chose qui est effectivement pionnier et qui va être représenté par des logements qui effectivement mettent, alors déjà, du point de vue déjà de la mise en œuvre, on dit il y a de la promotion classique, c'est-à-dire on fait différentes choses. On fait de la promotion classique avec ces, on va dire, quelques critères. Donc effectivement, la place qu'il fallait accorder au logement, la possibilité de s'ouvrir, d'avoir des passages en douceur vers l'extérieur, d'avoir la possibilité d'avoir des espaces d'intimité. Donc toute une série de critères, on propose de le faire avec promotion classique, avec une forme de participation des habitants et puis avec quelque chose d'extrêmement, on va dire, contre les lois.
que par des femmes avec des femmes. Ça va être l'expérimentation Rosa qui va être mise en place et qui est celle, hop, voilà, qui va donner lieu aux expérimentations plus intéressantes du point de vue typologique. C'est-à-dire que quand vous mettez autour de la table un maître d'œuvre femme avec un maître d'ouvrage femme, parce que là c'est Eva Kyle qui était maître d'ouvrage, et un groupe de femmes, en effet, il y a des idées spatiales qui sont nouvelles. Mais ce n'est pas nouveau parce que c'est des femmes, c'est juste parce qu'on donne la possibilité de les exprimer, alors qu'avant, on ne le faisait pas. Et donc, voilà, on crée ce dispositif un tout petit peu particulier qui va donner lieu voilà, ensuite à des logements qui servent aussi un peu comme préfiguration, je ne le mets pas, pour les questions intergénérationnelles, parce que pour le coup, on s'accorde vraiment des espaces où on peut trouver le temps de cuisiner ensemble. La cuisine est intéressante, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais peut-être on va y revenir dans les questions. Donc on crée vraiment un modèle. Et c'est à partir de ces expériences qu'il y a effectivement une série de critères, et puis le premier gender mainstreaming qui est, on va dire, un service de l'aménagement consacré tout particulièrement au gender sensitive et qui existe depuis 30 ans, c'est le plus ancien en Europe et qui aujourd'hui connaît son édition. Voilà, là je mets quand même, je n'ai pas résisté à mettre Eva Kyle parce que quand même c'est une grande figure de la maîtrise d'ouvrage. Il y a très peu de femmes maîtres d'ouvrage. Voilà. Donc ça devient de plus en plus comment dire, construit. À partir de ces expériences, et c'est à partir de l'expérience, c'est pour ça que je dis ça fait trésor, il y a eu dans les années, un tout petit peu plus tard, à la fin des années 90 et puis au début des années 2000, en 2004, la Charte européenne pour l'égalité qui a été ratifiée par différentes villes. Je vais y aller très vite, parce que je pense qu'il me reste à peu près un quart d'heure et j'aimerais bien dialoguer avec vous. C'est extrêmement intéressant parce que certaines villes, pas toutes, se sont saisies de ça. Bordeaux a été en France la première ville. Et c'est pour ça que je parlais aussi des études. Le fait d'avoir des universitaires qui travaillent sur ça, ce n'est pas anodin. C'est bien pour une ville d'avoir des universitaires qui s'intéressent à ces questions. Ça, politiquement, ça a du sens, il faut l'encourager. Donc, effectivement, il y a eu ensuite des systèmes qui se sont construits de plus en plus complexes avec vraiment des vrais guidelines, c'est-à-dire on a quelque part à quoi s'accrocher quand on veut construire ça ensemble. Et pour le résumer, parce qu'on ne voit pas, il y a effectivement toujours la question de la participation, toujours le fait de mettre des personnes de qui viennent d'autres cultures autour de la table, de trouver les moyens fondamentaux par rapport aux représentations, donner le moyen de s'exprimer, parce que, pardon de le dire, mais les architectes ont des langages particulièrement cryptés et cryptiques, hein. Donc c'est bien d'avoir aussi d'autres manières. C'est là où le design a un rôle politique fondamental, parce qu'il peut inventer les instruments qui permettent de communiquer autour de ça, et puis d'assumer au fur et à mesure des questions de plus en plus spécifiques, comme celle du genre, jusqu'à devenir finalement du queer. Mais je vais y venir tout à l'heure. Donc, des expériences, et donc vous le voyez, évidemment, après l'Autriche, il y a les villes scandinaves, vous vous en doutez, hein, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, il y a les premières choses qui sont faites vraiment en Suède, là où on dit qu'effectivement, la ville genrée, c'est une ville dans laquelle on pense les transports pour les femmes, les questions d'éducation. Donc, en effet, c'est un ensemble de choses, ce n'est pas une définition univoque. Et on commence à construire effectivement ce qu'on appelle le women friendly.
c'est-à-dire des espaces qui permettent effectivement d'accomplir certaines fonctions. Par exemple, la question des bons est fondamentale, c'est ce que Urbact a mis en avant, parce que nous sommes dans des villes qui, au fur et à mesure, éliminent les bancs publics. Il faudrait les penser comme des lieux où on peut, quelque part, amplifier la conversation, là où on peut aussi se poser pour autre chose. On peut s'en servir aussi pour son enfant, pour le changer éventuellement. Je vais y revenir tout à l'heure sur ça. Voilà. Donc, et à partir donc de ce cadre européen, les villes le font. On se rend compte que les objets sont importants, que les dispositifs sont importants, avec quelques contradictions avec lesquelles il faudra jongler. Par exemple, la question de la sécurité la nuit est une vraie question parce que majoritairement presque 80% des femmes estiment qu'un espace éclairé est plus sécurisant, et comme nous sommes tous dans les questions, embarqués dans les questions écologiques, nous savons que la pollution lumineuse est aussi un facteur aggravant de la condition écologique des villes. Donc comment jongler entre les deux choses? Comment faire? Quel dispositif? Donc il faut vraiment avoir des ressorts importants. Je passe sur ces images. Donc effectivement, la ville de Paris a fait un gros travail, qui est quand même un guide référentiel, qui s'est construit largement à partir de l'exemple de Vienne, voilà, avec des questions. Donc ce sont des choses très factuelles, hein. C'est pour ça que je ne suis pas philosophe, je le dis, à un moment donné, il faut être confronté à la matérialité de la ville et comment matériellement on arrive à faire vivre la question du genre en ville, à rendre les villes accueillantes par rapport au genre. Donc c'est la question de la visibilisation. Il y a beaucoup de choses qui peuvent contribuer. Et puis, ça commence à être vraiment à prendre partout, parce qu'effectivement, même des villes plus petites, je pense à Malakoff, effectivement, la ville de Nantes, ça fait aussi partie des villes qui font référence, parce qu'en effet, il y a maintenant quelque chose qui est fait. D'ailleurs, je ne devrais pas perdre de temps, mais je ne résiste pas à le fait de le dire, c'est que justement, les géographes notent bien que quand on a des duplicités, effectivement, par exemple, le fait d'opposer les choses, on met toujours la première chose en avant, et c'est vrai que souvent on dit masculin-féminin. Et là, dans le cycle, c'est féminin-masculin, et j'ai trouvé ça formidable. Je ne sais pas si c'est le hasard ou si ça relève vraiment de cette réflexion que les géographes ont eue, mais c'est important de dire, voilà, on met le premier terme, les femmes, on a un peu de retard à rattraper, donc voilà, on est légitime. Et donc voilà, donc j'en arrive vraiment, donc les villes commencent à prendre. Donc effectivement, c'est intéressant de voir comment on peut mettre en œuvre. Après, moi je suis quand même un chercheur et un enseignant, donc la question de la transmission et de qu'est-ce qu'on retient théoriquement était importante. Et ça a été sans doute celle-là, la question qui a fait que, à un moment donné, donc je mets là deux travaux, donc un travail d'une jeune collègue, hein, parce que c'est vrai que je suis la question, je pense, du genre et du féminisme en architecture, c'est auprès de ta génération, parce que tu es plus jeune que moi quand même, ça prend, c'est normal, hein. C'est vrai que pour moi ça a été un cheminement, en effet je partage avec vous ce cheminement. Après il y a vraiment des textes de référence, Leslie Kern, malgré tout, c'est vraiment le texte à lire, il a été traduit en plus, si à tout hasard vous ne l'avez pas lu, il faut voir parce qu'elle remet en perspective par rapport aux premières femmes aux États-Unis qui ont pensé justement les espaces, notamment Beecher, l'espace de la cuisine, donc au début du siècle, et l'importance de l'éducation. Donc penser ensemble ces deux choses. Et donc voilà, donc la Cité de l'architecture et du patrimoine demande à faire quelque chose. Fiona Meadows, qui est ma collègue, et puis aussi une amie qui a toujours des idées absolument formidables, très engagée sur le terrain. La question du militantisme et de l'engagement est vraiment centrale. Dit voilà, on y va, et donc on ouvre
au mois de février 2022 avec Fabienne Brugère, qui nous fait l'honneur d'être la première invitée dans ce cycle. Et donc, l'originalité du cycle, parce que quand même, on avait discuté avec Francis Rambert, hein, qui a très à cœur la question architecturale. Il disait d'accord, mais le genre, mais pourquoi? Et justement, on lui a dit parce qu'à chaque fois, on va avoir un maître d'œuvre, quelqu'un qui fait, un maître d'ouvrage qui peut être associatif ou public, et puis quelqu'un qui effectivement qui peut apporter un regard qui permet de dire ah mais alors quel est le concept qu'on remobilise par rapport à ça. Et effectivement donc on a quelque chose qui s'appelle la collection, nous on l'appelle la collection, voilà. Donc le cycle a duré 3 ans. À chaque fois, il y avait 3 séances, sauf la première année où on a eu 4 séances. Je vais en donner très rapidement effectivement les titres. Donc, on a commencé avec l'espace urbain du Caire, hein, c'est-à-dire c'était une hypothèse de travail. Est-ce que pour faire le genre en ville, il faut travailler avec le Caire? Donc voilà, d'où Fabienne Brugère. Et ça a été tout à fait précieux, parce que ça veut dire qu'on a des éléments théoriques qui vont enrichir tout ça. Ensuite, on s'est posé la question de l'habiter. Et vu le temps, je ne peux pas rentrer dans le détail, juste une chose, la question des typologies qu'on a par ailleurs abordé par rapport au cas de Villiers-le-Bel et le travail de Sabri Bendimerad, qu'il avait fait avec Monique Eleb, largement réfléchi avant, a été intéressant. Et il y avait Christianès comme philosophe, voilà, donc on était vraiment en famille quelque part. Ensuite, on a posé la question de l'urgence, parce que chez soi peut devenir aussi quelque chose qui se replie, c'est-à-dire on pense le domestique comme quelque chose de fabuleux. Le domestique peut être aussi un lieu effectivement de souffrance. Donc il fallait penser cette question de l'urgence par rapport à la notion du chez-soi. Ensuite, on a travaillé. Et là, pour le coup, il n'y avait ni un philosophe ni un géographe, mais une économiste, à la question donc de l'économie alliée de l'écoféminisme. Et donc c'était avec Rebecca Amselem comme théoricienne, et puis avec des designers et quelqu'un de ACTAP qui était là pour dire de quelle manière oikos, on l'a réduit à la notion de la maison, en oubliant que oikos en grec c'est le lieu de production. Alors oui, il y a aussi la question de la domesticité, mais il y a aussi cette question de production et des activités, et c'est ce que Rebecca Amselem dit, de la reconnaissance du travail qui est fait, y compris dans la maison. Elle a un travail assez intéressant sur ce qui est visible et reconnu, ce qui est invisible est reconnu et invisible et non reconnu. Par exemple, le travail de mère est un travail presque invisible, on ne le considère pas comme tel, mais on le reconnaît de manière valorisante. Il y a le travail domestique, par contre, pour le nettoyage, c'est quelque chose qui est très visible, mais pas reconnu, pas payé, quand on le fait. Voilà. Donc, en effet, c'est à travers tout ça qu'on... Voilà. Donc, première année, on a dit... On questionne voilà, l'urbain, l'urbanité, le logement. Deuxième année, comme j'étais sur mon histoire de l'expérimentation, parce que l'expérimentation c'est vraiment quelque chose qui est dans la philosophie, très important dans la philosophie pragmatiste, et il y a vraiment des choses à voir, notamment la question d'éliminer la généricité, par exemple, du terme métropole ou ville, et de parler de la situation, comment dans les situations on construit effectivement quelque chose, et le genre se construit dans les situations. Donc la deuxième année, on a travaillé sur ça avec une séance qui portait sur la cour d'école comme premier lieu dans lequel on défait la question du genre. Je vais y revenir tout à l'heure, je vais finir parce que l'heure approche, et après si vous voulez je rentre dans le détail des séances. Ensuite la question qu'on appelait la manipulation, c'est-à-dire comment les questions de habillement, de maquillage, d'objets sont des connotateurs de la femme dans l'espace public.
je vais faire une chose. Celle-là, il faut vraiment que je la montre, je suis désolée. C'est-à-dire, quand je dis la culture moderne, la grande culture occidentale, même les philosophes, ils ont quand même construit des modèles lourds à porter. Donc, au moment où Baudelaire invente le flâneur, homme, poète et esthète, pour la femme, c'est la passante. Parce qu'il y a des livres américains qui ont traduit le flâneur et la flâneuse, mais c'est pas ça. Il y a la passante, avec tous les sous-entendus très lourds sur cette femme, qu'on elle est bien, quand ses mœurs sont quand ses mœurs sont appropriées, elle passe vite, et par contre quand elle se donne à voir, c'est que ses mœurs ne sont pas tout à fait respectables. Donc c'est tout à fait intéressant comment la construction du vêtement, de la manière de se donner à voir est importante, et on a eu une performeuse qui nous a fait une performance, enfin elle a montré une performance d'une femme légèrement vêtue qui passe en ville, c'était elle-même, et en réalité elle se fait presque insulter parce que ça choque. Ensuite, on a eu la table, donc la cuisine, mais ça je vais y revenir tout à l'heure, et la dernière année, on est revenu en arrière, c'est-à-dire on a dit, avec cette richesse-là, qu'est-ce qu'on va dire? Et ça sera mon mot de la fin, c'est que quelque part, quand on veut faire une ville qui va vers, par exemple, le queer, on s'est posé la question du queer. Donc, est-ce que ça serait ça, finalement, cette ville complexe? C'est une ville un peu atypique, c'est une ville qui invente ses dispositifs, c'est une ville qui, effectivement, accepte un certain désordre que, par exemple, est inacceptable dans une ville composée comme la ville haussmannienne. Donc c'est aussi un peu de saleté peut-être. Est-ce qu'on a cette tolérance-là? Et pour le faire, il fallait dire que c'est vraiment une question intersectionnelle. C'est-à-dire que la ville, il faut qu'elle accepte aussi une diversité culturelle qui fait que peut-être on n'a pas tous et toutes le même usage de l'espace public. Et je vais peut-être, voilà, ça je passe, je voulais... Non, voilà, donc, quelque part pour terminer, je peux revenir sur les images si vous voulez. Peut-être, comme il fallait que je me resitue moi à la fin, donc le cycle est terminé. Le cycle s'arrête là, voilà, à la cité. Donc on travaille sur comment ces concepts peuvent donner lieu à quelque chose, c'est mon mot de la fin, parce qu'on était passé au début de on a dit la ville au prisme du genre, parce qu'il y avait une théorie construite du genre qui continue à se faire et qui nous enrichit, mais nous, on se disait modestement, avec beaucoup de failles théoriques, est-ce qu'on ne peut pas dire que les architectes, les urbanistes et les designers contribuent à créer un genre au prisme de la ville? C'est-à-dire que par nos apports ponctuels, factuels, que ce soit un trottoir plus large pour les mères qui passent, que ce soit l'invention de lieux comme par exemple les cuisines ouvertes qu'on fait dans certaines villes, par exemple à Bagnolet ou à Goussainville, là où les femmes qu'on relègue d'habitude à leur domesticité de cuisine d'autres cultures peuvent venir là, partager et créer des espaces, ce que j'appelle les middle space, c'est-à-dire entre ces deux postures de la modernité occidentale, l'opposition où toute la ville s'est construite, espace public, espace privé, est-ce qu'on ne peut pas reprendre, et j'arrête là vraiment, la très belle notion d'espace moyen que j'appelle middle space, qui a été proposée au début du XXe siècle par Marianne Weber, femme 2, et donc cet espace moyen où on peut quelque part dire que c'est là où la ville contribue à inventer une théorie du genre qui est faite par des touches matérielles. Donc une petite inversion. Et c'est vraiment un sujet que j'ouvre à la discussion. Ben, grand merci pour cette...